Bienvenue dans Version croisée consacrée à la montée de la violence à Malemankulu, dans le Haut-Lomami. Comment arriver à la cohabitation pacifique et comment comprendre cette résurgence de la haine tribale? On en débat dans cette émission avec Jean-Claude Katende, membre de la société civile, président de la SADO. Bonjour et merci d'être là en tout cas. Bonjour M. Gaëtan, et c'est un plaisir Merci de l'honneur que vous me faites de venir parler de ce sujet qui reste délicat. C'est vrai que la situation est revenue au calme en ce moment, mais la tension a été très vive et très vite, il peut y avoir autre chose, quoi. Ouais. Effectivement, comme vous l'avez dit, les sujets, il est complexe, il est délicat aussi. Ouais. Et je pense qu'il est du devoir de chacun de nous, chacun dans la position qu'il occupe, de faire en sorte que le calme qui s'est remis en place soit conservé. Demain, en tout cas. Pas seulement pour Malemankulu, mais aussi pour d'autres coins du pays où ces genres d'événements peuvent toujours surgir à la veille des élections, pendant les élections, après les élections. Justement, et on en parlera en long et en large avec vous, Jean-Claude Katende. En face de vous, c'est un analyste politique, Samuel Nkonko. Lui, c'est un Quinois, mais ressortissant du Grand Katanga. Merci également, Samuel, d'être là. Bonjour à vous. Merci beaucoup, très cher Gaëtan, de m'avoir convié à prendre part à cette question d'actualité. Ouais, vous êtes avocat et vous avez longtemps vécu dans le Grand Katanga. Quels sont les coins par où vous êtes passé Dans le Grand Katanga, j'ai presque sillonné le sud Katanga, comme on le dit, de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, sans compter les quelques villes qu'il y a entre ces grandes villes. Justement. Exactement. Alors, j'espère aussi que vous aurez les mots justes pour nous faire comprendre un peu, si pas la genèse, mais comment comprendre cette résurgence, en tout cas de cette affaire, de ces actes très xénophobes. On voit les gens se lyncher, en tout cas sans état d'âme. Alors, vous êtes là pour nous en parler. Je reviens à vous pour planter le décor. Jean-Claude Katende, j'aimerais savoir, est-ce que ces actes de xénophobie auxquels nous avons assisté, justement, c'est une nouvelle forme de haine tribale ou c'est les mêmes sentiments xénophobes auxquels se vouent les deux tribus, je dirais. Est-ce nouveau pour vous? C'est la même chose qui a ressurgi? D'abord, il faut comprendre que Malemankulu est dans ce que nous avions appelé à l'époque les triangles de la mort, où il y a eu beaucoup d'actes de xénophobie de la part des miliciens à l'époque, entre 2003 et 2006 dans la province du Katanga. Il y a eu beaucoup d'actes de xénophobie là-bas avec les miliciens comme Gédéon Kyungumutanga. Et ces actes de xénophobie sont allés même... À l'endroit de qui ces actes ont été commis? Non, à l'endroit de tout le monde. Il ne faut pas penser que ça concernait seulement les Kassaïens. Non, c'était à l'endroit de tout le monde et on est arrivé même à manger de la chair humaine. Le cannibalisme. Le cannibalisme. Cannibalisme, voilà les mots qu'il fallait dans ce triangle de la mort. Et il faut comprendre que dans l'ancienne province du Katanga, c'est toujours à la veille des grands événements que ce genre d'événements arrivent. Et souvent, c'est alimenté par les hommes politiques. Comme l'a dit Patrick Mouyaya, il y a des tentacules à Kinshasa, c'est vrai. Oui, ça a toujours été alimenté par des hommes politiques qui veulent se positionner. Mais là, nous avons quand même... des actes qui ne sont pas dus au message comme ceux qu'on avait connus vers les années 92. Là, il y a un problème précis qui est arrivé et ce problème, on l'a mis avec raison ou sans raison sur le dos de la communauté du Kasaï et tout s'est enchaîné. C'est pour comprendre qu'il y a toujours des frustrations latentes dans le cœur des uns comme dans le cœur des autres. Jamais soigné. Oui, et il faut une petite flamme
où il faut qu'on mette vraiment le fer à la poudre pour que ça s'enflamme. Justement, alors pour un peu mettre les choses dans leur contexte, pour information, pour vous qui ne connaissez pas l'actualité autour de cette montée de violence, à la base, c'est un malentendu entre des conducteurs de taxi-moto, semble-t-il. Après un malentendu, un taximan moto de Malemankulu aurait trouvé la mort à la suite d'un léchage lui infligé par un, entre guillemets, je dirais, un Kassaïen. Et voilà, les choses se sont enchaînées comme ça. Donc, est-ce qu'il y a lieu de pas vite généraliser les choses? C'est un cas particulier. Non, il faut comprendre qu'il y a deux motards qui sont loués par deux personnes pour aller de Malemankulu vers un autre village. Chemin faisant, les deux personnes qui avaient loué la moto ont attaqué les motards. Et la suite, c'est qu'il y a un des motards qui a été tué, les deux motos ont été récupérées par ces bandits et ils se sont enfuis. Le deuxième motard, qui était blessé légèrement, est rentré au village à Malemankulu pour aviser ses frères et sœurs qu'ils ont été victimes de vol de leur moto par des personnes qu'ils ont qualifiées de Kassaïens. Et l'un des motards est décédé à la suite de coups reçus de ces bandits. Et c'est à partir de là que tout s'est enflammé. Ceux qui ont appris que leur frère a été tué, l'autre a été blessé, les motos ont été volés, ils ont commencé à s'en prendre aux Kassaïens. Ça a entraîné une suite de violences. Ça a entraîné toute la violence, toute la cruauté, toute la méchanceté que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux. Donc c'est à la suite de ça. La première chose, je pense... Quelle leçon on peut tirer justement de Non, ça? La première leçon qu'il faut tirer est que d'abord, il faut qu'on arrive à identifier les deux bandits qui ont volé les motos pour qu'on sache effectivement ils sont de quelle province, ils viennent d'où. Deuxième chose, c'est que dans ces milieux, comme dans beaucoup d'autres, on n'a pas appris aux gens de s'adresser quand il y a des problèmes aux autorités compétentes. Notamment la police. À la police, mais aussi à la justice, pour obtenir en fait des réparations si c'est possible. Mais là, les gens se sont vraiment donnés à la vengeance privée. Ce qui fait qu'avec la vengeance privée, on est arrivé à brûler des maisons, à molester d'autres citoyens, tout simplement sur base de leur origine, ce qui est totalement regrettable. Et le bilan provisoire présenté, c'est 4 morts, dont 3 Kassaïens, à la suite de la descente punitive menée par ceux des Malemankulu contre les Kassaïens. Alors, mais il faut noter aussi qu'il y a eu des maisons incendiées, des part et d'autres. Oui, des part et d'autres. Voilà. Samuel Koko, quelle est la situation sur place dans le Grand Katanga ou à Malemankulu, généralement? Est-ce vrai que les conducteurs moto Kassaïens et ceux, je ne vais pas dire Katangais pour ne pas généraliser, mais peut-être ceux de Malemankulu se regardent tout le temps en chien de faïence où ils parviennent quand même à se côtoyer? Bon, merci d'abord pour la question, très cher Gaëtan. Il convient d'abord de souligner que la question est d'abord au départ très délicate et les mots qu'on devra utiliser devraient être des mots précis pour permettre un peu de contextualiser la chose comme elle se présente. C'est vrai qu'il y a deux communautés, la communauté katangaise et la communauté kassaïenne qui depuis plusieurs années cohabitent ensemble au Katanga. Mais il y a ce qu'on appelle un conflit latent qui va de génération en génération. Mais cela n'empêche pas aux deux communautés de pouvoir cohabiter. Il y a toujours une cohabitation, les gens se marient entre eux, les gens cohabitent, les gens travaillent ensemble. Mais ce conflit latent, à des moments donnés, est attisé par le politique. Et lorsque le politique attise ce conflit à des moments donnés, les conséquences sont ce que nous constatons présentement. Dévastatrices. À des moments donnés. Pourquoi? Parce que la difficulté, c'est laquelle? Vous savez que quand vous n'avez jamais vécu au Katanga, il est très difficile de comprendre la situation qui se passe au Katanga. Il est vraiment très difficile. Les Katangais et les Kassaïens cohabitent de tout ce temps ici. Mais la difficulté, c'est laquelle? C'est que chaque camp a des revendications qui existent. Il y a des revendications que certains portent à haute voix
Il y a des revendications que certains ne portent pas à haute voix. Mais pour revenir dans le contexte actuel qui a donné lieu à tout ce que nous condamnons présentement, c'est qu'il ne faudrait pas que pour des problèmes privés, qu'il y ait des récupérations d'ordre politique. Il y a eu certainement un conflit entre deux camionneurs, mais les deux camionneurs, ce conflit entre ces deux camionneurs a eu à se répercuter sur la population et sur les communautés. Sur certaines communautés, et certains en ont fait une récupération politique. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai que ces conflits entre les communautés, ce n'est pas généralement sur les réseaux sociaux. Mais Malembankoulou, là où nous nous situons à Malembankoulou, c'est dans le nord du Katanga, c'est vers la région de Olomami. C'est vraiment très loin des régions un peu plus, qu'on appelle les régions les plus riches du Katanga. Mais qu'est-ce qui fait que dans ce coin-là, on revive ces genres d'atrocités? Qu'est-ce qui fait que dans ces coins-là, on revive ces genres de choses? C'est tout simplement parce qu'au départ, il y a un discours qui est relayé dans ces genres de milieux. Et ce genre de discours qui est relayé, ça ne passe pas par les réseaux sociaux. La plupart du temps, ces genres de discours est relayé par des leaders communautaires. Et lorsqu'il y a un discours pareil qui est relayé, il y a certains qui en font de récupération au niveau des bases. Et on trouve qu'à chaque fois qu'on a un conflit avec une personne qui n'appartient pas à sa communauté, la meilleure façon de régler les conflits serait quoi? Serait carrément d'utiliser certaines velléités tribales pour pouvoir résoudre son problème. Alors, à l'heure actuelle, nous pensons que ces pratiques sont à condamner. Ces pratiques sont vraiment à condamner et il y a un grand devoir, une grande mission qui devra réellement faire dans ce genre de situations les leaders communautaires, être en mesure de pouvoir donner un message à leur raison pour laquelle nous avons eu recours à vous. Nous, les médias, avons aussi justement cette lourde tâche de pouvoir sensibiliser, appeler au vivre ensemble. Vous avez parlé des personnalités locales qui appellent à la haine tribale. Comment le font-ils et qui sont-ils? Bon, je ne veux pas affirmer cela. Je ne dis pas qu'il y a des personnalités locales qui appellent à la haine tribale. Je dis tout simplement que les discours est dans la plupart des cas relayés par des leaders communautaires. Parce que c'est comme je l'ai dit au départ. Ils ne recourent pas aux médias traditionnels, vous avez dit. La plupart du temps. On ne sait pas dire tout sur les plateaux télé, comme je l'ai dit au départ. Mais ce qui est important à souligner ici, c'est qu'il y a un grand rôle que devra jouer certains leaders communautaires. C'est vrai que les leaders communautaires, à des moments donnés, reçoivent le message, à des moments donnés, des autorités politiques. Et lorsqu'ils reçoivent ce genre de messages, et assis sur des velléités tribales, ils essayent de pouvoir relayer ce message de manière audible ou inaudible. Alors voilà pourquoi il est important que certains leaders communautaires puissent être en mesure de donner une éducation citoyenne importante qui puisse faire vivre la nation. Parce que si ces leaders communautaires ne font que se cramponner sur des questions d'ordre tribal qui puissent être de nature à donner des conséquences que nous décrions présentement, il y a la nation qui est appelée à disparaître. Mais est-ce qu'à la base aussi, ce n'est pas aussi un problème de gouvernance locale dans les provinces? Depuis qu'il y a eu ce changement à la tête du pays, de plus en plus, on voit un laisser-aller côté autorité politique qui ne sanctionne pas quand quelqu'un vient se comporter de manière à troubler l'ordre public, s'il est soit d'un tel parti politique, d'une telle région, on laisse faire et voilà, ça ravive un peu la haine, la colère chez d'autres communautés, les responsabilités sont partagées. Quand je dis que les responsabilités sont partagées, je veux dire qu'il y a des responsabilités qui sont partagées au niveau du dirigeant et au niveau des dirigés. Au niveau des dirigeants, c'est dans le sens où vous l'avez dit tantôt, d'être en mesure de pouvoir réellement réprimer ces genres des pratiques qui se font dans ce genre de milieu. Mais au niveau des dirigés, à des moments donnés, il y a de la provocation. Vous avez certains qui ont l'impression qu'ils sont provoqués. Oui, ils sont provoqués parce qu'il y a un laisser-aller. L'autorité qui est supposée sanctionner ne sanctionne pas. Vous savez que l'autorité publique n'est pas en mesure d'être partout là où certains faits sociaux se commettent. L'autorité publique n'est pas en mesure d'être partout. Mais il y a une responsabilité que l'administré est censé avoir par rapport à une éducation citoyenne qu'il est censé pouvoir donner dans la vie de société où elle est. Mais lorsque ces personnes ne sont pas en mesure d'avoir ce minimum d'éducation des citoyennetés, qu'est-ce qu'on fait? Il y a certains qui provoquent et il y a certains qui se sentent provoqués. Et dans l'échange et dans les interactions, il y a ce que nous constatons et condamnons tous ensemble présentement. Alors, Jean-Claude Katende, si dans des régions où on sent les gens apparemment sont très civilisés, on a des grandes universités, facilement on a recours à la communauté pour se venger d'une autre communauté, n'est-ce pas là un vrai problème de gouvernance? L'État-nation n'est pas présent là. Je pense que la question de Malembankoulou doit être traitée en prenant la vue globale, non seulement de la province du Katanga, mais aussi de notre pays. Pour ce qui concerne le Katanga spécialement, il faut comprendre que les frustrations des deux communautés kassayennes comme
katangaises depuis 1992 n'ont pas été abordées par l'autorité publique de manière frontale. Permettre aux communautés de se mettre autour de la table, de discuter. Ça, c'est de un. Mais aussi de faire en sorte que tous les problèmes qui sont arrivés soient réglés soit par la voie pacifique, c'est-à-dire par des réunions de réconciliation ou par la voie judiciaire. Tout ça, ça n'a pas été fait. Les gens se sont remis ensemble tout en gardant des frustrations, chacun dans son cœur. Et ça, je pense que c'est une question qu'il faudra aborder si on veut que ces deux communautés vivent en paix dans la même province. Il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation, des grandes rencontres organisées dans le Katanga entre ces communautés, avec la société civile notamment aussi. Oui, mais l'implication de l'autorité publique a été très réduite. Ouais. C'est en fait ça le problème. Et de deux, toutes les résolutions qui ont été prises lors de ces différentes rencontres n'ont pas été mises en œuvre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème reste entier. Et il suffit tout simplement d'un événement de frustration, soit venant des Kassaïens qui sont là-bas, soit des Katangais, pour que tout s'enflamme. Si vous avez lu le tweet que j'ai fait aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des jeunes de la communauté du Kasaï qui, en prenant position pour se défendre, mais véhiculent des messages de violence. Vous avez par exemple le responsable, le président de Boulouba, Bukata, qui a fait les messages de mise en garde. Mais quand vous suivez ce message, vous sentez qu'il y a aussi de la violence. Et que de part et d'autre, on peut utiliser ces messages pour faire du mal à X ou à Y. Donc, je pense que c'est vraiment important que l'autorité publique, à un moment donné, puisse prendre cette question, non seulement pour les Kasaï, on a eu ces mêmes problèmes dans les Bandundu, on a eu ces mêmes problèmes dans d'autres provinces du pays, pour traiter ces questions de manière à ce qu'on puisse avoir un agenda qui permette à ce que les gens se parlent et continuent à vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse dire les Katangais ne peuvent pas venir à Kinshasa, ne peuvent pas aller au Kasaï ou vice-versa. C'est impossible, mais il faut travailler à ce niveau-là. Il faut dire aussi que les partis politiques de la République démocratique du Congo, au terme de notre Constitution, ils ont le devoir de former les citoyens au vivre ensemble, en insistant sur la cohésion et l'unité nationale. Mais tous ces partis politiques ne les font presque pas. Les militants sont abandonnés à eux-mêmes, en sorte qu'il suffit qu'on cite les noms de tels et qu'on place une parole maladroite contre X ou Y pour que tout s'enflamme. Les partis politiques doivent jouer leur rôle. Les églises doivent faire la même chose. Mais aussi, la société civile que nous sommes, nous devons aussi travailler dans cette direction-là. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que l'autorité s'implique. Alors, il y a justement cette récupération communautaire de laquelle vous venez de parler. On a vu des personnalités locales, reconnues en tout cas dans des forêts, en train d'appeler à la vindicte populaire. Comment faire pour essayer de diluer ce message ou freiner un peu cet élan de haine frontale? Il est important que, comme je l'ai dit dans les tweets dont je venais de faire mention, que l'autorité identifie ces individus-là. Ils sont identifiables, qu'on mette la main dessus et qu'on les traduise en justice. Que ces personnes viennent du Kasaï ou du Katanga, ce qui est important, c'est qu'on sente l'autorité de l'État. Ça, c'est très important. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il est aussi clair que l'état de pauvreté des milieux tels que Malembankoulou, qui sont des milieux pratiquement abandonnés par l'État, où il n'y a aucun projet pour les jeunes, comme aussi dans les autres parties de la République démocratique du Congo. Il y a cette question de pauvreté qui appelle la question de la redistribution, n'est-ce pas, des revenus du pays.
Vous voyez que beaucoup d'investissements sont faits ici à Kinshasa, sont faits dans les provinces de Lualaba, dans la province du Haut-Katanga, vous allez dans le nord Kivu, un peu dans le sud Kivu, mais le reste du pays est abandonné. Il n'y a pas d'avenir. Donc, je peux estimer que chaque fois qu'il y a un problème, je peux me dire que c'est l'autre qui est une menace pour moi. C'est un peu comme ce qui se passe en Afrique du Sud. On traite tous les Africains de personnes qui sont venues voler la richesse du pays et que c'est par leur présence qu'il y a tous les malheurs. Ça se passe aussi dans d'autres provinces comme ça. Donc, il faut que l'État, les autorités apprennent à redistribuer les revenus du pays de telle sorte que chacun là où il est, qui se sente en sécurité, chacun là où il est, qui se dise que l'autre ne constitue pas une menace pour lui. Je crois que les problèmes de gouvernance se posent effectivement. La manière dont les revenus du pays sont répartis, ce n'est pas de la bonne manière. Il y a les uns qui sont plus riches que les autres, et celui qui n'a pas assez peut toujours s'en prendre à X ou à Y. Alors, pour une raison ou pour une autre. Vous avez dit aussi que ces genres de situations ou des choses n'arrivent qu'à l'approche des élections. Alors, comment faire pour définitivement, si pas momentanément, faire taire cela? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre côte à côte, main dans la main, certains leaders des dirigeants, comme on a vu en France, je dirais la classe politique marcher contre la montée de l'antisémitisme? Ce genre de situation, ça peut quand même servir à quelque chose. Ouais. Oui, il est important de mettre les leaders des deux communautés ensemble. Oui. Mais il n'y a pas que les leaders des deux communautés. Je pense qu'il faut mettre les leaders politiques des provinces qui sont concernées, les leaders religieux, les leaders de la société civile et d'autres qui peuvent avoir un mot à dire sur la vie de la communauté. Les mettre ensemble et discuter de la question. Oui. En même temps aussi, l'État doit prendre des mesures pour que la police soit un peu partout. Il y a des coins du pays où vous ne sentez pas l'autorité de l'État. Quand vous allez, par exemple, j'ai été à Walungu, au sud Kivu, dans certains villages, mais vous vous rendez compte que les gens ne connaissent même pas tout ce qui se passe à Kinshasa. Ils ne connaissent rien. Ils connaissent rien de ce qui se passe au pays. Donc, on doit faire les choses de telle sorte que l'autorité de l'État soit ressentie partout. Alors, Samuel Koko, est-ce qu'il y a actuellement des autorités ou des leaders régionaux, dans le camp Katanga par exemple, dont les propos ou le rôle peut facilement appeler à l'apaisement? Oui. Exactement. Les autorités qui peuvent d'abord intervenir, comme nous l'avions dit au départ, d'abord il y a l'autorité politique au départ. Ouais. Mais après l'autorité politique, il y a aussi les leaders communautaires. Par leaders communautaires, je vois toutes les personnes qui ont une voix qui peuvent porter, une voix qui peut être entendue sur l'opinion. Ces gens-là sont là. Il faut aussi se reposer sur ces gens-là, que ces gens-là sont en mesure de relayer un discours rassembleur, un discours d'union qui puisse favoriser plus l'entente entre les deux communautés. Et au niveau des administrés, je crois qu'eux ne sont que manipulés, tout simplement. Pour le cas particulièrement de Malemba-Nkulu, c'est comme l'a dit le confrère tantôt, c'est vraiment un coin presque très reculé de la République. Quand vous êtes à Kinshasa, vous avez l'impression de penser que tout Kinshasa, toute la République ressemble à Kinshasa, alors qu'il y a certaines réalités qui se passent à plus de 2000 km que les gens ignorent totalement. Lorsque vous voyez ces gens ici, qui se sont donnés à ces genres de pratiques, c'est tout simplement au départ parce qu'il s'agit de gens qui se trouvent dans des situations à des moments donnés désœuvrées. Lorsque vous avez des gens qui se trouvent dans des situations désœuvrées, à des moments donnés, qu'est-ce qu'ils pensent faire? Ils pensent que leur malheur est dû à l'autre, leur malheur est dû au voisin. Voilà pourquoi je pense que la première solution serait aussi d'abord, comme l'a dit Maître Katende tantôt, que les leaders politiques soient en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un brin de développement dans toutes ces communautés. Lorsqu'il y aura un certain développement dans la communauté, ça va permettre à certains administrés d'avoir quand même un certain niveau intellectuel qui pourra leur permettre de faire face à certaines choses comme à certaines provocations. Parce que lorsqu'il y a la provocation, il y a certains qui pensent que pour régler le problème de provocation, ils doivent le faire par rapport à la vengeance privée. Alors que nous sommes dans une société qui est appelée à être organisée. Lorsqu'il y a la provocation, il y a
les structures étatiques requises, qui sont appelées à connaître de ce genre de choses pour pouvoir établir la paix publique. Alors, pour revenir à votre préoccupation, je pense que l'autorité politique a une mission à faire. Les leaders communautaires, eux aussi, ont une mission, qui est celui de pouvoir élire réellement un discours rassembleur qui puisse apporter l'apaisement dans toutes les deux communautés. Alors, vous parlez souvent des provocations sans pour autant provoquer les autres aussi. Quels sont ces gens-là qui provoquent et pourquoi font-ils cela? Bon, nous l'avons dit que nous constatons, moi et vous, que ce que nous condamnons présentement se passe à la veille du processus électoral. Doit-on dire que c'est un cas fortuit ou bien cela est dû réellement à cette chaleur électorale? Moi, je crois que tout ce que nous vivons présentement est d'abord aussi dû à la chaleur électorale. C'est vrai que, comme nous l'avions dit à l'entame de l'émission, il y a des conflits latents entre les deux communautés qui existent. Tout ce que cela nécessite, c'est juste un fait déclencheur. Lorsqu'il y a un fait déclencheur, très vite, les gens reprennent leur casaque, des velléités tribales, et ils s'enchaînent. La situation s'enlise, pratiquement. Et les personnes qui sont à la base de ça, la plupart du temps, c'est le politique, parce qu'il y a certains leaders politiques à qui ce genre d'effet profite. Il y a certains leaders politiques qui prennent ce genre des situations ou les questions d'ordre tribal qui deviennent pour eux, à des moments donnés, un cheval de bataille, un discours politique pour eux. Mais est-ce que cela peut permettre aux administrés d'être développés? Moi, je ne crois pas. Le développement ne peut être impulsé que par le sommet. Et le sommet, à son tour, peut utiliser certains leaders communautaires afin de pouvoir réellement apporter, comme je l'ai dit au début, un discours rassembleur qui puisse ramener tout le monde dans un sentiment national. Parce que ce que nous regrettons présentement, c'est qu'il y a des personnes, il y a des vies humaines qui ont été perdues. Il y a des personnes qui ont perdu de leur vie à des moments donnés, qui ignorent tout ce qui se passe comme mouvement politique à Kinshasa. Mais parce qu'il y a un certain vent relayé dans leur communauté par certains leaders communautaires, et il y a certains qui se cramponnent dessus, et la conséquence, c'est laquelle? C'est certaines personnes qui sont innocentes qui en payent le plus lourd tribut. Alors la campagne électorale débute ce dimanche déjà. Pensez-vous que les leaders des régions, notamment du Kasaï, pourraient facilement aller battre campagne dans le Grand Katanga? Je crois qu'il est important qu'on invite tout le peuple à l'apaisement. Oui. C'est très important. Moi, j'ai souvent dit que ces genres de questions, ces genres de problèmes et de difficultés ne trouvent pas de solution carrément sur le plan politique. Les questions d'ordre communautaire ne trouvent pas de solution toujours sur le plan politique. Il y a aussi ce que moi j'appelle, sur le plan communautaire, sur le plan traditionnel, la meilleure façon de résoudre certains conflits, c'est l'arbre à palabres. Certains leaders communautaires doivent être en mesure de ramener les gens sous l'arbre par l'arbre, donner un discours rassembleur de manière à faciliter et à permettre réellement la campagne électorale qui va commencer. Parce que déjà, vous avez certains qui pensent et qui le disent à haute voix sur les réseaux sociaux que telle communauté, nous ne voulons pas les voir battre campagne chez nous. Certains disent que tel leader politique, nous ne voulons même pas le voir dans notre région. Ces genres de discours, ce sont des discours à des moments donnés que l'on pense être bénins, mais qui ont des conséquences à des moments incalculables. Voilà pourquoi il est important d'en appeler réellement à la conscience populaire, d'abord des leaders politiques, comme nous allons dans un processus électoral qui est généralement agité, d'en appeler à la conscience aux leaders politiques que leur positionnement, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, peut être récupéré d'une manière ou d'une autre par la communauté. Voilà pourquoi ils sont appelés présentement à contrôler ce qu'ils disent. Parce que s'ils ne contrôlent pas ce qu'ils disent, si certains veulent utiliser les questions d'ordre tribal comme étant un discours de campagne, on risque de fragiliser la nation. Et je vois personne qui peut prétendre diriger la République démocratique du Congo en excluant une communauté. Ça serait autre chose que la République démocratique du Congo. Lorsqu'on veut diriger l'ensemble du pays, on doit apprendre à cohabiter, à faire avec toutes les régions et toutes les communautés. Voilà pourquoi les leaders politiques ont une mission importante à pouvoir faire, c'est à révéler un discours qui puisse être le plus rassembleur possible. Jean-Paul Katende, voyez-vous des gens du Kasaï aller faire la campagne aisément dans le Grand Katanga? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des antécédents, notamment dans le Kasaï, les propos d'un gouverneur, Martin Fayoulou, dont le cortège a été un tout petit peu caillassé, d'Élysée Sanga. En fait, tous les candidats présidents de la République ont le droit constitutionnellement, parce que leur circonscription, c'est la République démocratique du Congo, d'aller partout. Et les leaders des provinces qui estiment que tel ne peut pas venir ici, je pense qu'ils sont à côté de ce que nous pouvons lire dans la Constitution.
Je pense pour moi que tous les candidats présidents de la République ont le droit d'aller partout. Ça, c'est important. Ont le droit d'aller partout en République démocratique du Congo. C'est dommage l'appel que nous avons entendu du gouverneur du Kasaï qui aurait dit, ou qui a dit, pas aurait, mais qui a dit que sa province était totalement acquise au président Tshisekedi et que d'autres n'avaient pas le droit d'aller y mettre leurs pieds. J'étais personnellement content que Lamuka ait porté plainte contre ces messieurs et je pense que la justice va prendre cette plainte au sérieux et va l'instruire et mettre en cause ses gouverneurs. Peut-être l'inculpation d'un tel gouverneur aurait lancé un message important. Exactement. L'appel du président de la République n'est pas suffisant. Il faut que la justice puisse agir. Oui. Et vous savez que la même situation est connue aussi à Katakombe, où il y a des candidats députés nationaux qui sont allés donner des messages là-bas sur place, demandant à ce que d'autres candidats députés, qui ne sont pas du Kasaï, de la même province, qu'eux n'avaient pas le droit d'aller dans leur propre province pour faire la campagne. Vous vous rendez compte? Donc ça devient une situation qui ne concerne pas seulement les communautés différentes, mais aussi entre les personnes venant de la même province, de la même communauté. Donc c'est une question vraiment qui doit préoccuper tout le monde. Et les élections ne doivent pas constituer un élément qui divise les Congolais. Nous avons, vous savez, Lumumba s'est battu dans ce pays ici pour que ce pays ne soit pas balkanisé. Et aujourd'hui, les mêmes questions de balkanisation sont toujours d'actualité. Et donc, il faudra que nous puissions, en tant que Congolais, nous unir pour faire face à ces menaces de balkanisation qui viennent de l'extérieur de notre pays. Si nous sommes déjà à l'intérieur fragilisés, la conséquence est que nous ne pouvons pas résister. Mais grâce au travail qui a été fait par le régime de Mobutu dans ce pays ici, nous avons tenu. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un seul Congolais sur qui un étranger peut s'appuyer pour que le Congo soit divisé. C'est vraiment difficile. Et donc, nous pouvons mettre à profit cet héritage pour nous souder davantage, parce que j'estime personnellement que je ne vois pas les Katangais vivre sans les Kassaïens, je ne vois pas les Kassaïens vivre sans les Katangais, et je ne vois pas d'autres tribus de la République démocratique du Congo vivre sans les autres tribus. Et même celui qui veut être député, celui qui veut être président de la République, ne peut pas se faire élire seulement par les membres de sa communauté. C'est impossible. Parce que même dans les partis politiques, que ce soit l'UDPS, que ce soit Ensemble, que ce soit SID, il y a toujours les gens de toutes les tribus qui sont là-bas. Donc cette image doit être défendue par ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous diriger demain. Et c'est pour ça que les leaders politiques appellent à la division, qui appellent à des troubles comme ceux qu'on a connus à Mlémapoulou, doivent être sanctionnés par toutes les communautés. Parce que si nous donnons la direction du pays à de tels individus, si nous donnons l'Assemblée nationale ou provinciale à de tels individus, on est clair qu'ils vont continuer à véhiculer ces messages qui divisent les gens pour rien. Le gouvernement a annoncé les débuts des enquêtes qui sont diligentées plus tôt. Il y aurait même eu déjà des arrestations. Quel message d'apaisement peut lancer Jean-Claude Katende comme notre thématique, l'apaisement à tout prix? Je pense personnellement que l'apaisement est quelque chose de très important. Mais cet apaisement doit être appuyé par la justice. La justice doit faire son travail. On doit rechercher les personnes qui ont tué les motards, qui ont volé leurs motos. On doit les rechercher, on doit les arrêter. Les personnes qui ont brûlé et tué d'autres, qui vont brûler des maisons et tuer d'autres Congolais doivent être recherchées. Et l'État doit mettre à la disposition des autorités locales, mais aussi de la justice, tous les moyens conséquents pour que cela soit fait. Et qu'on ait un procès public qui peut
en fait être un procès éducatif pour tout le monde, pour que ce genre de choses ne se répètent pas. Mais, comme on l'a dit ici pendant tous ces débats, il faut que les autorités politiques, les responsables, les leaders politiques, les leaders religieux de la société civile puissent aussi participer à ces messages d'apaisement, parce qu'on est appelés tous, quelle que soit notre tribu, à vivre ensemble. Samuel Koko, quelqu'un comme Joseph Kabila aussi a un rôle à jouer dans cette recherche de l'apaisement, n'est-ce pas? Oui, en tant qu'un ancien président de la République, je crois qu'il a beaucoup d'expérience par rapport à la gestion de la chose publique. Il a un rôle bien entendu à jouer, mais étant donné qu'il a déjà pris l'option de garder silence, personne ne pourra le forcer à sortir de sa voie par rapport à la question. Mais je crois qu'il a aussi... Il peut jouer quelque chose, oui. Étant donné qu'il s'agit de la communauté à laquelle il appartient, qui se trouve être impliqué dans ce genre de questions. Il est même ce dernier jour là-bas, me semble-t-il. Exactement, je crois qu'il vit au Katanga présentement. Je crois qu'en tant qu'ancien président de la République et qu'il s'agit d'une communauté à laquelle il appartient, il peut donner de la voix. Et, étant donné que c'est un grand leader, il peut donner de la voix. Mais est-ce que uniquement lui pourrait le faire? Je ne crois pas. Il y a d'autres leaders politiques et communautaires qui peuvent porter aussi de la voix, en dehors du président de la République Kabila, comme on l'a dit tantôt. Alors, on tend déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais aussi écouter un dernier message d'apaisement que peut dire un analyste politique qui a vécu dans le Katanga, qui sait comment facilement le chose s'envenime, qui connaît les réalités du coin. Que diriez-vous à vos membres qui vous écoutent peut-être? J'aurais bien voulu le dire en swahili, mais je vais le dire carrément en français. Vous commencerez en français pour terminer en swahili, il n'y a pas de mal en tout cas. Je vais terminer carrément de le dire en français. Il n'y a personne qui a souhaité naître Mukongo, Mswahili, Katangé ou Kassayan. Il n'y a personne. Nous sommes nés de par le destin que Dieu a défini lui seul. Et personne aussi n'a voulu que les communautés cohabitent ensemble. C'est le destin qui a fait à ce que les deux communautés, particulièrement kassayennes et katangaises, puissent cohabiter ensemble. Je crois que pour le katangais lambda ou le kassayen lambda, il est très important que chacun sache que tout ce que le politique fait dans la plupart des cas, il ne le fait que pour son intérêt. Que ce soit dans un camp, que ce soit dans un autre. Que personne ne nous oppose, que personne n'oppose les communautés. Faisons notre effort pour qu'au Katanga, que toutes les communautés qui s'y trouvent, ça la communauté kassayenne, la communauté katangaise ou les autres communautés qui se trouvent au Katanga, que chacun va à ses occupations, que chacun poursuive ses objectifs et nous allons vivre en paix. Mais parce que nous poursuivons l'apaisement, nous ne pouvons pas ignorer les leaders politiques qui sont à un moment donné à la base de toutes ces choses. Que les leaders politiques aussi sachent que lorsqu'on est appelé à diriger la République démocratique du Congo, on ne peut pas diriger la République démocratique du Congo sans une partie de la République. Alors qu'eux aussi, dans leur discours, qu'ils soient en mesure d'avoir des discours rassembleurs. Et pour les leaders communautaires, à un moment donné, qui sont plus proches de la population, qu'eux aussi, à leur tour, puissent révéler un discours qui puisse être en mesure d'amener les deux communautés à cohabiter ensemble dans des moments pacifiques qui vont permettre à la nation de revivre. Alors, Banduku Bapezi, tufanye tout effort, tunaweza kufanya de manière à ce que ikwe bale banaita bakasai, bale banaita bakatangie, ke ba communauté bengine, tuishishe bote pamoya, nju inchi yetu ijue kwenda kumbele. Merci beaucoup Samuel Koko, analyste politique. Merci pour ce dernier appel à l'apaisement. Je vous en prie, très cher Gaëtan. Merci à vous également, Jean-Claude Katende, pour toutes les analyses et également d'avoir rappelé les rôles et la responsabilité de chacun. Je vous en prie. Voilà, merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis en direct de Télé 50. C'était ça l'esprit de ce numéro spécial consacré à la violence dans Malémankoulou. C'est d'avoir, je dirais, des leaders, des personnalités qui appelleraient à la cohabitation pacifique entre les deux communautés, parce que vous le savez, les élections se rapprochent, c'est comme une poudrière. Si rien n'est fait, peut-être... Voilà, l'implosion ne sera pas trop loin. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve demain pour la rediffusion, demain vendredi, et le jeudi prochain pour un nouveau direct.